OK. Donc, cette fois-ci, on y va pour des opérations 3D. Donc, je vais prendre, par exemple, là, le cube avec différents objets dessus, là, parce que là-dessus, j'ai des congés à rayons variables, j'ai une coque. Donc, on va aller voir comment on peut aller faire ça. Donc, je ne fais pas nécessairement attention aux dimensions, mais je vais faire de la géométrie pour travailler avec. Là. Donc, disons que j'ai à peu près ça. Là. OK, donc ce bloc-là, on avait vu. On a parlé des extrusions. OK? On peut peut-être faire un petit tour dans les extrusions avant de commencer. C'est-à-dire que c'est sûr que si je m'en vais chercher 5 pouces ici, je demande un aperçu, j'ai un bloc solide. OK? Mais j'aurais pu être intéressé à extruder pour 5 pouces, mais à épaissir mon contour sur une valeur de 150 millièmes pour obtenir ceci. OK? Donc là, j'ai travaillé avec un seul contour. Je n'ai pas fait deux contours un dans l'autre, ça, mais c'est parce que en cliquant ceci, je crée des murs. OK? Puis je ne crée plus un solide entier plein, mais je crée une géométrie qui s'épaissit autour du contour. À cause du fait que je peux utiliser cette option-là maintenant, j'aurais pu être intéressé à produire un solide à partir d'un contour ouvert. Et là, si j'utilise un pad comme ça, ça me dit que il y a peut-être un problème. Sauf que si je demande à l'épaissir, j'en ai plus de problème. Bonjour, oui. Je veux savoir la caméra, si tu en avais encore de besoin. Ah, j'ai pas transféré de vidéo. Tu en as besoin quand? C'est parce qu'il y a quelqu'un au CTA qui vient de m'appeler qui en a pas de besoin. Présentement, là? Ouais. Aujourd'hui, quand? Il m'a pas dit d'heure, rien. Écoute, si ça peut aller, là, à la fin de ce cours-ci, je transfère mon vidéo, puis elle va être disponible là, pour avant midi. Avant midi, parfait. Avant midi? Correct? Merci. Désolé. Donc, point 25 aperçu. Donc, vous voyez, mon contour est ouvert. J'épaissis sur la longueur que je veux. OK? Et j'ai épaissir ici pour la grandeur de mur. Donc, je peux travailler comme ça aussi. OK? Autre chose qui va se produire dans certains cas. OK, on va aller créer une ligne point direction. Point direction. Point, on va créer un point à l'origine. La direction, on va prendre la direction du Y. On va faire une ligne de 2 pouces. Ça n'a pas d'importance. Je vais faire un plan angle normal par rapport à cette ligne-là, par rapport à ce plan-là. Je vais aller chercher, oups, plan angle normal par rapport à cette ligne-là, par rapport à ce plan-là. Je vais aller chercher moins 30 degrés. Et ce plan-là, maintenant, je vais l'utiliser comme référence pour en décaler un autre de 2 pouces. Et je vais aller chercher maintenant l'extrusion de ce contour ouvert-là, épaissi, avec une valeur de 250, qui va se rendre, et là, je veux juste vous montrer l'usage des limites. Donc, je peux utiliser jusqu'au plan pour ma première limite et utiliser à ce moment-là ce plan-là, ce qui me donne ceci. Et dépendant de ce que j'ai besoin, ben, je peux peut-être être intéressé à donner une deuxième limite qui va épaissir à partir de mon esquisse de référence dans une autre direction. Si je veux repartir du même bord, j'ai juste à mettre ça négatif. Comme ceci. OK? Mais ce sont toutes des options que j'ai là-dedans. OK? Si, par la suite, j'avais besoin, OK, de dire, bon, là, j'ai travaillé avec une extrusion, les poches fonctionnent de la même façon, sauf que ça enlève la matière. Supposons que je m'en viens ici et que je crée une esquisse qui aurait cette allure-là. Et que
ce que je veux faire avec, c'est de créer une poche qui a ces dimensions-là, mais projetée le long de l'inclinaison qui est ici. J'ai le loisir, puis c'est la même option que j'avais là, dans l'extrusion tantôt, mais c'est que j'avais perpendiculaire au contour. Je débarque cette option-là et je viens chercher en référence de la géométrie qui me sert, et là je m'en vais jusqu'au dernier, ce qui me permet de faire quelque chose comme ça ici. OK? Donc, que j'utilise une extrusion ou une poche, les boîtes de dialogue sont à peu près pareilles. Il y a un plus, et habituez-vous à aller faire un tour du côté de ce plus-là, voir qu'est-ce qu'il y a. OK? Ça peut être utile. OK? Donc, extrusion poche, on a vu ce qu'on voulait faire. Je vais simplement tenter de enlever ça. OK, là tout va sauter. Ouais, OK. Fermer. Je reviens là-dessus. Esquisse. Je vais essayer de fermer mon esquisse pour la faire fonctionner. Fermer. On fait sauter la poche. Fermer. Fermer. On fait sauter l'esquisse. OK. On ramasse l'extrusion, on enlève le jusqu'au blanc, on va chercher longueur, on va chercher 5 pouces, et on revient à un cube. Bon. Donc, j'ai un cube de départ. Maintenant, on a vu que sur le dessin, ben, j'ai différentes esquisses où j'ai différentes formes. Donc, je peux avoir l'hexagone d'un côté. Je peux avoir le plus sur le dessus. Voyons. Donc le plus, c'est sûr que vous pouvez prendre un profil puis faire tout le contour du plus, mais vous pouvez aussi prendre deux rectangles comme ça et venir après ça effacer tout ce que vous n'avez pas besoin. Ce qui va souvent plus vite. OK, ça c'est des trucs. OK? Quelque chose que vous n'avez pas sur le dessin que je vous ai donné, mais que je vais vous montrer quand même parce que ça va très bien quand vous en avez besoin. Je voudrais faire un pentagone, ou je voudrais faire un octogone, ou un heptagone, ou un dodécagone, ou n'importe quelle figure régulière avec un nombre de côtés supérieur à 4 et à 6, parce que j'ai déjà le rectangle et j'ai déjà l'hexagone. Donc, c'est sûr que je pourrais faire ça géométriquement, c'est-à-dire je me mets un côté horizontal ou vertical. Et là, je fais le calcul à savoir quel est l'angle interne de ma figure polygonale. Tout le monde se rappelle que c'est égal à n-2 fois 180 degrés, n étant le nombre de côtés. Donc, quand vous avez 4 côtés, ben, ça vous donne 4 côtés moins 2, donc 2 fois 180, 360, ce qui équivaut à 4 côtés de 4 angles de 90 degrés, ce qui fait l'allure. Triangle, ça donne 180. Pour un pentagone, on pourrait le calculer. Pour un heptagone, on pourrait le calculer. Puis on pourrait après ça mettre des contraintes angulaires pour tout faire ça. Mais, une autre caractéristique de nos figures régulières polygonales est que si je vais me chercher des cercles de construction, je peux avoir deux cercles de construction concentriques, OK? Et que je m'arrange pour que les faces de mon polygone soient tangentes à l'un des cercles. Et que les sommets de mon polygone passent par l'autre cercle. Donc, quand ça va avoir fini de bouger, cette affaire-là, on devrait avoir un polygone régulier tout joli. Il s'agit juste de faire les bonnes sélections, puis pas que ça saute. Ça arrive. Il faut y aller doucement, reprendre des fois, mais... Hop.
temps en temps aussi, là, on peut s'aider, hein, dans le sens que là, je vais voir ce que ça dit, là. Ouais, OK. Ici, je viens chercher. Donc, ça, c'est régulier. Si ça me tente de le vérifier, je cote. Et là, remarquez que si je cote ça, ça devient surcontraint. En cliquant avec le bouton de droite, n'importe quand vous êtes en train de surcontraindre, mais que vous voulez quand même valider, vous pouvez transformer vos dimensions en mesures. Ce que ça va donner, c'est une cote entre parenthèses qui n'est pas dirigeante, mais qui est dirigée. C'est un résultat. Donc là, je vais me sortir des mesures partout simplement pour montrer que j'ai la même dimension sur tous mes côtés. Et qu'à partir de ce moment-là, ben, si je veux me faire un pentagone qui a des côtés d'1 pouce, ben, j'en change un puis il change tout. Ou que plutôt, si je veux me faire un pentagone qui va être réglé, puis là, il faut que je fasse attention. Si je veux régler par le diamètre, je garde ça, mais je reviens éditer cette cote-là pour la mettre en mesure. Puis là, à ce moment-là, si je veux avoir un diamètre externe de 2, ben, ça va calculer les côtés en conséquence. Mais c'est surtout que si j'ai 5 côtés, 7 côtés, 22 côtés, c'est sûr qu'il faut le faire, là, mais 2 cercles concentriques, un auquel on met les côtés tangents et l'autre par lesquels on fait passer tous les sommets, bien ça vous fait votre polygone là, sans trop de gossage. Maintenant que vous aurez un petit peu de temps de libre, là, vous essayerez juste de faire un hexagone. Pas un hexagone, un octogone, parce que l'hexagone, on l'a. OK? Donc, supposons que j'ai quelque chose comme ça ici, que je me place à peu près, oups, je ne veux pas le coter, je veux juste le déplacer. Donc, je le place à peu près au milieu. Autre petite figure qui peut être cute. Vous avez possiblement déjà vu, si vous bricolez un peu, des douilles dans un kit de ratchet avec des douilles 12 pointes. Vous avez vu ça, des 12 pointes? C'est quoi un 12 pointes? Ben, c'est sûr qu'il y a 12 pointes. Mais c'est aussi un hexagone et un autre hexagone. Donc ça vous donne 12 pointes. Et tout ce qu'il vous reste à faire après, c'est de venir nettoyer le milieu. Tout. Tu sais, je vous donne ça juste des fois que, je sais pas, là, que ça apparaisse d'un examen à un moment donné. Là. Ça pourrait être le fun que vous sachiez le faire sans trop vous arracher les cheveux. Puis moi, je vais pouvoir dire, ben oui, je l'ai montré, je l'ai même filmé. Si c'est une vidéo que vous avez jamais regardée. Ou que vous avez pas vu la démonstration originale parce que vous aviez les yeux fermés ou quelque chose du genre. C'est à ça que ça sert. Bon, on fait attention, j'ai juste celle-ci. Il faut que je fasse sauter. Toup. Donc, ces géométries-là, si vous ne savez pas les faire, c'est mortel à faire. C'est long de dessiner toutes les tirs. 2 hexagones, clic, c'est fini. C'est ça qui va faire que vous allez gagner du temps. OK? Donc, j'ai ces figures-là, puis supposons que pour terminer, j'aille me chercher ici une petite esquisse rectangulaire pour faire la dernière forme. Bon. Donc, vite, ça ressemblait à ça, là, les figures qu'on a sur le cube, là, à part le pentagone puis le 12 pointes. Ce qui fait que je veux créer des pads et des poches. Donc, je vais faire des pads .75, pad .75. Pardon? Si je peux faire plus qu'une figure en même temps? Pas quand c'est des sketchs détachés. Je pourrais, il y a un outil là-dedans que je vous montrerai peut-être pas aujourd'hui, mais qui existe, qui me permettrait dans un sketch qui aurait plusieurs contours, de faire des pads ou des poches à des profondeurs différentes à partir du même sketch, mais avec des valeurs différentes. Personnellement, je ne suis pas fou de ça.
Moi, j'aime bien avoir une opération, un résultat. Comme ça, si j'ai à modifier, si j'ai à en faire sauter un dans ma structure, je peux. Si j'ai une esquisse qui traîne 22 opérations différentes, ben, le jour que j'ai besoin d'en modifier 2-3, ben, ça peut être contraignant. Question de goût, là, mais moi, les multipads puis multipackets, je travaille jamais vraiment avec ça. Donc ici, je fais une extrusion encore comme ça ici. Je fais maintenant des poches pour ce qu'on a ici. Ah, pas jusqu'au dernier par contre. On va aller 0.75 aussi. Puis une poche de 0.75 ici aussi. Bon. Donc ça, vite là, c'est la géométrie pour le cube. Maintenant, il y a des congés là-dessus. Il y a deux types de congés. Il y a des congés uniformes, réguliers, OK, valeur unique, et il y a des congés variables. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, des congés, si vous ne faites pas attention à ça, ça peuple comme des lapins. OK? Vous allez vous ramasser là, avec 22 opérations de congés dans votre arbre, puis quand vous allez avoir à modifier, là, vous allez trouver ça pas drôle nécessairement. Parce que là, vous allez vouloir agrandir un congé, ça va être la 8e opération des 22, puis là, vous allez changer celui-là, ça va faire sauter les autres. Donc, si vous organisez votre façon de gérer vos congés correctement, ben, c'est facile. Ça vous demande un petit peu de sélection, mais vous allez gagner. Vous allez définitivement gagner en modif. Donc, on commence par parler des congés variables. On a deux façons de faire des congés. Ben, on en a plusieurs, mais on va se limiter à deux pour tout de suite. Donc, on a le congé d'arrêt et on a le congé variable. OK? Le congé variable, qu'est-ce qu'il me donne? C'est qu'il me donne une valeur de rayon, mais quand je vais sélectionner l'arrêt où je veux créer mes congés, bien, il va me donner deux affichages. OK? Et à ce moment-là, je suis en mesure de venir modifier cette valeur-là pour la mettre, disons, à 0.25. Et de mettre l'autre à 0.5 ou 0.75, je pense qu'il est sur le dessin, je ne sais pas trop. Ce qui me donne, en faisant un aperçu, ce premier résultat-là, parce que je suis en mode cubique. Le mode cubique veut dire que la progression de mon congé va se faire selon une polynomiale cubique, OK, donc une spline, et va se traduire par une courbe ici qui va arriver perpendiculaire à la ligne qui est là et perpendiculaire à la ligne qui est ici. OK? Puis je vais avoir peu de changements dans le premier quart, je vais avoir le gros du changement dans la demi suivante et peu de changements dans le dernier quart. Et ça ressemble à ça. C'est joli, c'est esthétique. Par contre, j'aurais très bien pu demander une progression linéaire qui me donne à ce moment-là quelque chose qui varie entre 0.75 et 0.25. Donc, à la moitié de la hauteur, je suis à 0.5, c'est sûr. Dans l'autre cas aussi, j'étais à 0.5. Mais c'est qu'au premier quart, ben, je serai à 0.375, puis au dernier quart, je serai à 0.625. Okay? Donc, je pourrais le calculer de façon linéaire, alors qu'en mode cubique, ça ne sera pas la même relation. Et ça ressemblerait à ceci, qui peut être correct aussi. Ça dépend de ce qu'on veut faire. OK? Maintenant, dans le dessin, je vous demandais du cubique, je crois. Donc, ça, c'est une chose. J'ai fait un congé. Je ne veux pas cliquer là-dessus pour aller en faire un autre. Là. Quand je vais chercher une opération de congé, ici, dans Arrête, il y a un petit sac là, avec des éléments. Tous les fois que vous voyez ça, c'est parce que je peux avoir un deuxième élément, un troisième élément et un quatrième élément. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir le petit sac comme je viens de le faire. Là. Je voulais juste vous montrer que ça servait à ça. Là. Mais vous pourriez venir retirer ces éléments-là par la suite, comme ça, ou remplacer si ça vous tentait. Mais vous pouvez juste sélectionner vos arêtes. Le seul problème qu'on a, c'est que parce que j'ai utilisé deux valeurs, ben, ça m'arrangerait qu'ils reproduisent les valeurs. Mais il va me reproduire la dernière que j'ai rentrée. C'est bien plate, là. Ce qui fait que j'ai choisi mes 4 arêtes, mais il faut que je revienne sur la valeur inférieure de chacune d'entre elles pour éditer le congé qui m'intéresse. 8, 5,
Donc, j'édite ça. Mais quand je vais faire OK, remarquez qu'une opération de congé m'a donné mes 4 coins. OK? Les congés, lorsqu'on va pouvoir, c'est pas tout le temps faisable, ça dépend de la géométrie qu'on a à faire, mais dans ce cas-ci, ça se fait très bien. Quand on va pouvoir, les congés, on va toujours regarder ça pour la fin de notre modélisation. OK? Ou juste avant une coque, si on est pour en utiliser une. Je vous montre pourquoi, puis c'est applicable. On va en utiliser une coque ici. Pourquoi on va garder à la fin? Bien, simplement parce que si jamais ma pièce a des congés simplement pour la rendre esthétique et que je dois faire une analyse de stress, on en parlait tantôt sur cette pièce-là. D'avoir ces congés-là, ça va être bien beau, là, mais ça va rallonger mon analyse de beaucoup. Pour me donner pas grand-chose. Parce que c'est pas ça qui va nécessairement donner de la solidité à ma pièce nécessairement. À moins que ce soit des congés qui soient justement faits pour réduire du stress, puis là, à ce moment-là, c'est sûr qu'on les garde. Mais sinon, s'ils sont juste esthétiques, ben, je peux être intéressé à aller sur mon congé à la fin de ma pièce, puis demander à le désactiver. Je ne l'ai pas effacé, là. Je l'ai juste désactivé. De cette manière-là, j'ai un modèle plus simple à traiter. L'analyse va être content. Lui, il va ramasser votre modèle, il va désactiver les congés, il va faire la job. S'ils sont mêlés partout, il ne pourra pas faire ça. Et il risque de les laisser là. Il va analyser votre pièce comme indéfinie. Ça va prendre plus de temps, puis il va probablement vous le dire. OK? Donc, idéalement, on garde ça pour la fin, les congés, de manière à pouvoir justement les réactiver. Maintenant, si vous faites attention, OK, il y en a des arrêts à demander des congés ici, là. Mais le problème avec des congés, c'est que si j'embarque 2-3 arêtes en même temps sur le même coin, dans certains cas, ça passe. Dans beaucoup de cas, ça passe pas. Donc, on peut jouer à nouille, puis réessayer jusqu'à temps que ça marche ou quelque chose du genre, là. Mais c'est que si on se tanne de ça à un moment donné, puis on préfère prendre une approche qui, dans certains cas, va peut-être être un petit peu plus longue, pour certains cas, mais qui, de façon générale, va me faire sauver du temps tout le temps parce que je ne gosserai pas, puis je vais savoir que ça marche tout le temps. OK? Un peu comme quand je vous explique comment calculer des vecteurs en force et contrainte, là, c'est la même approche. OK? Ça marche tout le temps, ne me trompe pas, là, mais ici, c'est pareil. OK? Je m'en viens chercher mes congés. Je veux mettre des congés, disons, de 125 ou de 250 là-dessus, là. Je viens chercher ma fonction de congé, et dans un premier temps, j'essaie de ramasser tous les congés qui sont indépendants les uns des autres. Comme ça, il n'y en aura pas de risque de problème. Et en même temps, si je suis capable de ramasser des congés indépendants, mais qui, globalement, vont me donner un avantage sur la prochaine opération de congé, je vais le faire. Je m'explique. Je ramasse, pas avec .75 par contre, disons avec .25, on va essayer ça. Je ramasse tous les arrêts de vivre ici qui définissent les coins de cette croix-là. OK? Les congés ne se touchent pas. Donc, à moins que j'ai pris une valeur trop grande pour la dimension que j'ai là, il ne devrait pas avoir un gros problème. N'est-ce pas? Et c'est le cas. OK? Donc, il n'y a pas eu de trouble, je sais que ça marche. Maintenant, parce que j'ai fait des congés sur toutes ces arêtes-là, ici, j'ai des critères de tangence qui s'établissent entre la ligne qui reste là, puis la courbe qui est là, puis la ligne qui reste là, puis la courbe qui est là, et ainsi de suite. Ce qui fait que, à l'étape d'après, si j'ai à faire un congé dessus, ça ramasse tout le dessus d'une shot, et en dessous, ça ramasse tout le dessous d'une shot. Tout. Donc, j'ai fait tout ça en 2 opérations. Clé. Sauf que, des figures comme ça, là, j'en ai sur 5 faces dans mon modèle. C'est sûr que je pourrais avoir 10 opérations, mais si je reviens sur celle-ci et que je rajoute ces 4-là, ils ne feront pas plus d'interférences que dans le cas de tantôt. Là, ils ne se touchent pas, ces arêtes-là. Il n'y en a pas de problème. Je ramasse celle-ci. OK, le seul que je ne ramasserai pas, là, parce que ça va être long, c'est le double, le 12 pointes. Là. Mais je veux juste vous montrer que je peux tout ramasser, ce beau monde-là. Et dans l'autre opération qui suivait, venir ramasser aussi ce qu'il y a là, ce qu'il y a là, ce qu'il y a là, ce qu'il y a là. Et j'ai plus de sélection, mais j'ai toujours juste 3 opérations pour faire la job. Ouais, on fait ça. On fait quoi? OK? Je peux tout ramasser. Je peux même ramasser ceci.
si ça me tente. OK? Donc, de la façon dont je m'organise pour faire la sélection de mes arêtes, je simplifie ma tâche, puis je m'arrange pour que ça marche tout le temps. Et comme je vous disais tantôt, si c'est bien beau cette affaire-là, mais que j'ai besoin de faire analyser ma pièce, puis que l'analyste, lui, il regarde ça, il dit « Ouais, ça va être beau, là. Je n'en ai pour 3 heures à faire rouler ma routine. » il a fait ça de même, là, attendant un peu. Clic, 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 on ramasse ça. Objet sélectionné, désactive-moi donc ça. Ah, cool. Pas mal plus facile de travailler avec des arrêts de vie qu'avec des congés. Donc, il est capable de le faire. OK? C'est ça, des congés. Et vous n'aurez pas de pièces ici là, qui vont vous faire vous arracher. Ben, c'est-à-dire, vous allez vous arracher les cheveux parce que vous allez vouloir le faire. Là. Mais je n'ai pas de pièces compliquées. Là. La plupart des pièces que je vous donne en exercice là, se font en 2-3 opérations de congé. OK? Sauf que j'ai eu des étudiants qui sont allés en stage à mener, puis entre autres, qui sont allés en stage chez Héroux, travailler sur des jambes de train d'atterrissage, des choses du genre. C'est des beaux gros castings, là, avec des angles de dépôt et des choses du genre. Là, puis, il y a des pièces qu'ils font là-bas, là, qui prennent 2-3 jours là, à rajouter des congés. La géométrie est tout faite, là, puis il reste les congés à faire. Ils travaillent 3 jours dessus. Parce qu'il faut que ça passe, puis que ça blende, puis que ça se fasse. Ça peut être très compliqué sur une pièce coulée de faire des congés. Vous n'aurez pas de pièces comme ça ici. Rien d'énervant comme ça. Mais soyez quand même informés de la chose. Si vous gérez bien vos congés, il n'y en a pas de trouble. OK? Donc, je réactive ça parce que c'était quand même joli. Et on va parler maintenant de coque. Parce que dans cet exercice-là, il y a une coque à faire. C'est creux ça à l'intérieur. Là, présentement, c'est solide. Les coques, il faut faire attention. On peut faire de la belle méthodologie avec ça parce qu'il y a, en fait, avant que des outils soient dédiés à des pièces de métal en feuille, par exemple, on travaillait juste avec des coques. On faisait le solide, puis on faisait une coque, puis on obtenait nos pièces comme ça. Maintenant, on utilise les coques lorsque c'est nécessaire, principalement pour des pièces moulées. Ici, je vais faire attention parce que j'ai encore des arrêts de vivre. Ça devrait y aller, là, mais ça peut me causer un problème, ce bout-là. Là. Mais avec les congés qui sont là, j'aurai pas de trouble. Idéalement, vous allez faire vos coques après avoir fait les congés soit intérieurs ou extérieurs à votre pièce. Parce que vous n'aurez pas besoin de définir les congés en dedans et en dehors. Vous allez les faire d'un bord ou de l'autre, puis la coque va s'arranger pour faire le reste de la job. OK? Cependant, pour faire une coque, vous ferez attention, ça vous prend un endroit pour commencer. Et cet endroit pour commencer-là doit être une arrêt de vivre. C'est pour ça que sur le dessin de la pièce, je ne sais plus trop quoi, là, vous remarquerez que le bas de la pièce, il finit carré. Là. Il n'y a pas un congé dessus. Parce que s'il y avait un congé, je ne pourrais pas faire une coque. Il faudrait que je me fasse un trou pour y accéder ou quelque chose du genre. Mais dans le dessin que je vous donne, ça ici c'est carré et c'est voulu. Parce que là, à ce moment-là, pour faire la coque, tout ce que j'ai besoin, c'est de l'outil de coque. On retrouve ici. Coque. Qui m'ouvre une boîte de dialogue. Et aussitôt que je fais OK, le job est fait. C'est juste plate, je ne la vois pas. Parce que la coque, elle s'est faite sur le corps principal et elle apparaît là. Donc, ma coque existe. La seule chose, puis tiens, je vais vous le prouver par le plan qui est là. Si je fais maintenant une coupe avec le plan, coupe, puis que je garde la partie inférieure, non, la partie supérieure, tiens. Elle est faite, ma coque. OK, donc, on fait attention avec des coques, surtout quand vous commencez à travailler avec, parce que vous cliquez, vous ne savez pas trop ce que vous faites encore. Puis vous rentrez des opérations de coque, après ça, vous essayez d'en faire d'autres, ça vient en conflit, ça merde, ça fait tout et tant. Faites attention à ce que vous faites là. Regardez votre arbre. OK, cet arbre-là, là, il ne faut jamais qu'il soit fermé comme ça. OK, vous ouvrez ça puis vous regardez ce que vous êtes en train de faire parce que sans ça, là, vous allez avoir des problèmes là, que vous ne croirez jamais. OK? Donc, ma coque, elle, s'est faite. Sauf que je n'ai pas fait les sélections qu'il fallait, donc je ne vois pas vraiment le résultat. Je reviens sur ma coque, double-clic. D'abord, l'épaisseur de la coque que je veux. OK? Et je peux prendre la géométrie que j'avais et m'arranger pour que ça ne dépasse pas le volume maximal que j'avais, puis donc, à ce moment-là, faire mon mur à l'intérieur, ce que je suis en train de faire là. Ou à l'inverse, j'aurais pu faire cette géométrie-là en disant, ça doit être la partie petite, et moi, je dois bâtir autour. Donc là, à ce moment-là, je serais venu mettre ma valeur dans la coque extérieure. OK? On fait attention, à partir du moment où j'ai des congés comme ça, si je mets une épaisseur qui est plus grande que le rayon que j'ai utilisé,
je vais avoir un problème. Ici, on se rappelle que j'ai utilisé un rayon d'un quart, max que je peux aller chercher, puis même, je ne suis pas sûr que le 1 quart passerait ici. Mais si je mets 150, ça devrait aller. En tout cas, c'est pas rouge, ça marche, donc c'est pas pire. La seule chose, c'est que mon bloc est encore plein. Et je pourrais vouloir ça. OK? Vous avez probablement tous eu un jouet qui ressemblait à ça quand vous étiez jeune, qui était fermé, mais qui était vide, qui a probablement été moulé en deux parties, là, mais je pourrais vouloir une pièce comme ça. OK? Mais si je veux que ça ouvre, ben, je vais retirer une face. Quand je la sélectionne, elle devient mauve. Et ça ressemble à ça. Joli, hein? Puis là, je garde mes arrêts de vivre si j'en avais, mais si j'ai mis des congés, ben les congés vont se recalculer. OK? Maintenant, je vais essayer de ne pas rien faire qui rentre en conflit, là. Mais si ça se présente, c'est pas exclu. Si ça se présente, je pourrais essayer, là, ben oui, ici je peux le faire à cause de mes arrêts de vivre. Je pourrais demander quand je fais ma coque d'avoir des faces qui ont des épaisseurs différentes. Donc, je veux 150 millièmes partout, parfait, sauf que sur cette face-là, qui est terminée par une arrêt de vivre, donc qui va pouvoir vraiment se découper du reste, ben, je veux avoir d'autres choses. On remarque qu'il y a encore des valeurs numériques qui ont apparu ici. Si je double-clique là-dessus, ben, le 150, je le fais passer à 250. OK? Ce qui va me donner quelque chose comme ça, et que je peux voir si je change mon mode graphique. Comme ceci. Donc, on voit l'épaisseur là, ici, là. Beaucoup plus épaisse là, que le côté. Le côté a cette épaisseur-là, et le fond a cette épaisseur-là. Donc, je peux faire ça aussi. D'accord? Suivez? Cool. J'ai des questions là-dessus. Sur les coques, sur les congés variables. C'est beau? Faire la coque ou sélectionner une surface? Non. Pour faire la coque, je sélectionne rien. Si je sélectionne rien, ça veut dire que je vais faire une coque autour de toute ma géométrie. Si je sélectionne une surface, c'est parce que je ne veux pas qu'il y ait une face sur cette zone-là. Mais pour être capable de faire ça, ça me prend un arrêt de vivre. Si je n'ai pas d'arrêt de vivre, ça ne passera pas. Si j'avais essayé de prendre ceci comme face, il aurait fait tout le tour, parce qu'à cause du congé qu'il est là, il aurait voulu lui continuer jusqu'à temps qu'il trouve un arrêt de vivre. OK? Alors que j'ai fait l'inverse, je suis parti ici, donc il arrête là où je suis là. OK? Comment j'ai pu faire quoi? C'est ici? Non, la couleur. La texture. Le gris? C'est la couleur par défaut, ça? C'est la couleur par défaut. Si j'avais mis, si ça me tente, je peux aller chercher là, mes propriétés graphiques, puis je pourrais décider de prendre mon part body, puis de le mettre ce bleu-là. T'sais? Ou encore, je peux dire, je vais assigner un matériau à mon corps principal. On va dire qu'il est fait de noyer et que j'applique mon matériau. Donc là, on ne voit pas la différence, sauf que si je viens chercher le mode de rendu ici avec texture, ben, j'ai une pièce en noyer, c'est pas très joli, là, donc peut-être qu'on peut changer d'essence de bois. On va se faire une pièce en quelque chose d'autre. Voyons. Annuler. Ouais, c'est ça, il faut que je prenne l'autre matériau. Non, c'est pas ça que je veux. Ok, tiens, on va aller là. En acajou, il y aurait de l'air de quoi? Ouais. Attends, on est peut-être mieux de passer en ardoise. En granit? Oups. Ah non. Il me semble qu'en granit rose, là. Ah ouais. Encore l'usiner, là.
maintenir, sans casser. Mais c'est que là, j'ai ce que je veux. D'accord? Oui. Disons que si on voulait avoir la surface qui est en dessous, on l'enlève, mais on voulait avoir une certaine forme à l'intérieur, sans avoir la coque complète. Je sais pas si vous comprenez. Tu vas modéliser. Tu n'utiliseras peut-être pas une coque pour faire le travail, tu vas juste aller faire de l'enlèvement de matière avec d'autres moyens. Peut-être que là, à ce moment-là, on pourra s'arranger avec les fonctions qui sont là. Peut-être qu'on arrivera aussi dans une approche booléenne. Ça, c'est des choses à voir là, dans les prochaines semaines. Mettons, est-ce qu'il y a vraiment qu'on va la prendre, une méthode d'extrusion en sphère ou quelque chose comme ça, des formes sphériques. Ben oui, en fait, regarde, on va aller là-dedans. Ça va clore là, la partie extrusion, congé, tout ça. Mais supposons qu'on arrive ici et qu'on se dise, OK, c'est bien beau, là, on a fait des extrusions, on a fait des poches, mais il y a d'autres types de matière, d'autres types de géométrie à faire, puis c'est ça que je veux qu'on voit aujourd'hui, des outils. Donc, je repars quand même d'une forme extrudée parce que je vais en avoir besoin pour autre chose tantôt. Mais on va dire, par exemple, que j'y vais avec un hexagone. Pas ça que je veux. Bon, j'y vais avec un hexagone comme ça que j'extrude sur une certaine épaisseur, là. 2 pouces. OK. Sur le dessus de ma pièce, je voudrais avoir une partie faite par révolution. Je voudrais avoir une demi-sphère sur le dessus de mon hexagone. Bien, une demi-sphère, c'est simplement une forme de révolution. Donc, comment je fais ça? J'ai besoin d'une ligne de construction ou d'un axe, idéalement. Quand on va parler de révolution, je peux me faire une ligne de construction, mais j'ai un outil ici qui s'appelle axe, qui est important et intéressant à voir parce que automatiquement, il va assigner le contenu de mon esquisse à une opération de révolution. Il ne me demandera plus de questions à savoir c'est quoi l'axe de rotation, tout ça. Donc, je fais ça. Je veux avoir une sphère. Donc, une sphère, on peut penser que c'est dérivé d'un cercle. Je fais disparaître ce bout-là. Et ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est la révolution ici. Sur 360 degrés, si je peux. Là, je vais peut-être avoir une petite bosse en dessous, donc peut-être je suis mieux d'y aller à 180. Puis là, ça tombe mal, j'ai pris le mauvais bord. Pas grave. On va revenir ici, puis on va y mettre un négatif. Puis il part encore dans le mauvais bord. Donc on va finir par prendre les bons paramètres. On va y mettre 0 ici, puis 5. On va y mettre un 180 et un 0. Ouais, il n'aime pas ça, c'est correct. Aperçu. Ah, c'est juste un jeu de valeurs, là. Puis si j'avais été sûr que ma dimension passait pas en dessous, j'aurais mis 360, je ne me serais même pas cassé la tête, là. Mais là, c'est parce que j'avais peur. Je vais le tester juste pour le plaisir de la chose, mais je vais mettre 360, voir. 3600, oui. 3600, il n'aime pas ça. Ouais, OK. Sauf que, il faut faire attention. Si j'avais eu ça, ben, j'aurais pu avoir peut-être ça aussi. OK? Donc, c'est pour ça que je vous dis, ça dépend des dimensions. De façon plus sûre, c'est-à-dire, c'est ça, de façon plus sûre, on est mieux de mettre un 180 degrés, là. Comme ça, on est certain qu'on reste au niveau du solide. OK? Donc, ça, c'est une opération d'extrusion et pas d'extrusion, de révolution. Puis, évidemment, si j'étais intéressé à faire quelque chose de semblable, mais en enlèvement de matière, je pourrais penser, par exemple, puis là, comment on usine ça, on y pense même pas. Mais, par exemple, là, j'aurais pu faire quelque chose comme ça, avec un axe encore. OK? Si vous avez remarqué tantôt, là, il ne m'a même pas posé de question à savoir par quoi il tournait, là. Parce que j'ai mis un axe, il sait automatiquement. Et là, si je décide de faire l'enlèvement de matière, ici, je vais faire une gauche. OK?
On va mettre ça, dans le fond, là, je peux y aller sans me casser la tête trop. Parce que 0, 360, on va faire un tour complet. Mais comme je vous disais, ça ne s'usine pas. Ça se fait très bien en stéréolithographie, par contre. Et ça pourrait se mouler. Donc, c'est pour ça que c'est pas parce que ça s'usine maintenant, ou que ça s'usine pas, qu'on peut plus faire les pièces. Parce qu'on a des procédés qui font que je pourrais prendre cette pièce-là, la faire produire en moule de stéréo, l'enrober de pâte céramique, faire fondre le plastique qui est en l'intérieur de ma céramique, couler à l'intérieur une pièce de métal qui ressemblerait à ça. Ça se fait. OK? Coulage à cire perdue, ou en tout cas avec un procédé semblable. Je traite quoi, là? Mais je pourrais faire ce genre de choses-là. Donc, les processus ou les procédés de stéréolithographie aujourd'hui nous amènent à des complexités de pièces pas mal plus complexes. Pas mal plus évoluées. Je ne sais pas si vous avez vu là, des modèles de stéréo, parce qu'on a une petite machine ici, puis dans certains cours, vous allez voir ça à un moment donné, ils vont vous arriver avec des pièces de plastique, là. On a fait le modèle 3D, puis on a fait fabriquer la pièce à partir du modèle directement. C'est intéressant pour du prototypage parce que ça coûte quelques dollars le pouce cube de matière. Donc, mettons qu'on est à 7-8 dollars le pouce cube. Ben, vous avez un modèle qui fait 10 pouces cubes, il sort peut-être à 80-100 dollars. Pour faire du prototypage, c'est pas cher. Parce que si j'avais à faire fabriquer ce prototype-là, ça me coûterait pas mal plus que ça. Okay? Donc, révolution ou gorge, même procédé. Dans un cas, je crée de la matière, dans l'autre cas, j'en enlève. OK? Maintenant. Pardon? Des tuyaux. C'est une bonne question. Dans la version 4 de CATIA, il y avait une fonction pipe où on traçait une courbe, puis ça me créait un tuyau autour. Mais là, je n'ai pas vraiment de pipe. Donc, supposons que je décide de faire sur cette pièce-là un plan que je mettrais normal à la courbe, mais que je choisirais au milieu et que je déciderais de venir créer sur ce bloc-là une espèce de poignée, ce qui va être l'équivalent de ton tuyau. Puis on va dire que je vais m'en aller, je sais pas moi, ouais, je pourrais effectivement faire la moitié, mais peut-être que j'ai une géométrie qui empêche de faire ça, parce que je sais pas quoi là. Donc ici, je peux vouloir ça perpendiculaire, que je peux vouloir ça coïncident, que je veux ça coïncident, que je veux ça perpendiculaire, que je veux ça tangent, parce que dans ce qui s'en vient, ce genre de relation de tangence-là est important pour ne pas avoir d'arrêt de vivre ou de problème de géométrie. Non. Et ça arrive, là, ce que je suis en train de faire là, ça flippe à l'envers. Pas grave, on le défait, on recommence. Là. On choisit ailleurs, c'est pick sensitive. Donc, pour les besoins de la cause, elle n'est pas symétrique, ma poignée, j'ai pas le choix. Il faut que je la fasse de même. Donc, j'ai obtenu ceci. Et là, ce que je voudrais, c'est une belle petite poignée circulaire. OK? Contour circulaire, c'est plus confortable. Donc, dans un cas comme ça, et c'est là que vos petits copains ils vont devenir de plus en plus utiles. Le point, la ligne et le plan. OK? On a vu tantôt, j'ai fait un plan au milieu là, pour me placer. Là, moi, je vais avoir un plan normal à ma courbe quelque part. Je vais choisir ça. Il va apparaître par défaut au milieu. Donc, il va calculer la longueur de ça, mais peut-être que moi, je la voudrais sur ce point-là. Peut-être que je la veux ailleurs. Là, donc, j'ai le loisir de faire tout ça. Pour le moment, un plan normal à la courbe. Là-dessus, là où il tombe, ça fait mon affaire. Youpi! Je veux aller sur cette esquisse-là, me faire une petite forme circulaire avec un rayon quelconque.
m'arranger pour que le centre de ce cercle-là tombe coïncident à la courbe, sortir de là et utiliser l'outil de nervure qui est ici, qui me demande un profil, une courbe guide, comme ceci. Si je veux ça sous forme de tube, je veux une paroi de 0.015. On va essayer de faire une coupe là-dessus en faisant sauter ce bout-là. Imagine it qui est dans les jambes. Donc, j'ai fait une paroi. Donc, comme ça, je peux faire un tube. J'ai juste besoin de définir mon squelette, puis je fais des nervures. Donc le pipe design en section, ça se fait pas. Le quoi? Si on fait du piping, Il y a un module de piping. Je ne sais pas comment il fonctionne, je ne sais pas sur quoi il se base, là, mais en conception mécanique, il y a quelque chose pour le piping. Quelque part. wireframe, le wireframe, je sais Non, c'est de la surface. Pardon? Ah! Là, on va me faire travailler, là, mais c'est correct. OK, ça c'est une très bonne question parce qu'on est justement ça se fait avec une nervure. Mais la question suivante est, si je veux ça en spirale, mettons que je veux me faire un spring. OK? J'ai pas besoin d'autres opérations solides. J'ai besoin d'opérations filaires ou d'opérations surfaciques. Là, il faut que j'aille voir mes petits copains ici. Dans Shape Design. Et là, on va se limiter pour tout de suite à ce bloc d'outils-là. Sous les splines, on retrouve une hélice. L'hélice a besoin d'un axe et d'un point. Donc, on va commencer par se faire un point à l'origine. On va se faire un point à 1 pouce de l'origine, donc qui est là. On va se faire une ligne qui va être point direction à partir de ce point-là dans la direction du Z. De l'autre bord. La longueur n'a pas d'importance, c'est juste pour pointer un axe. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir créer une hélice où j'aurai mon point de départ et où j'aurai mon axe. Il apparaît quelque chose. Je ne suis pas dans le bon sens, j'inverse la direction. Là, j'ai différents paramètres, donc le pas. OK, donc à chaque fois que je vais faire un tour de combien je vais avancer, mettons qu'on amène ça à 1/4 de pouce, être consistant avec la grosseur de ce que j'ai, là, ça me fait pas mal moins de coil. Peut-être que je veux maintenant une hauteur totale de 1 pouce, comme ceci. OK? Puis peut-être que je voudrais 2 pouces, mais avec un pas de 0.5. Comme ceci. OK? Donc, j'ai fait mon pas. Ce que je vais devoir faire, comme pour là-dessus, là, je vais me créer un plan normal à ma courbe. OK? Parce que si je ne fais pas attention à ça, je peux dessiner quelque chose de rectangulaire, de circulaire, par exemple, dans un plan qui n'est pas normal à ma courbe. Puis quand je vais faire la progression, ben, ça va devenir soit elliptique, ou ça va devenir tout croche. OK? Donc là, si je fais un plan normal à la courbe, il devrait garder cette forme-là tout le long de la progression. Donc, je vais aller chercher ça. Je vais aller chercher le point limite, mettons, comme ceci. Et je vais revenir, comme tantôt, créer dans le plan la forme qui m'intéresse. Mais tiens, on a vu tantôt, ça marchait bien avec un cercle, là, je vais me faire un rectangle, parce que je vais vous montrer un autre problème. Donc, je me dessine, moi, quelque chose comme ceci. Je vais avoir un ressort à section rectangulaire. Ça existe? Vous avez déjà vu ça? OK? Donc, il faut que je fasse ça non pas en surface, mais bien en part design. Et je reviens faire ma nervure comme tantôt. OK, là, il flippe parce que je viens de faire de la géométrie filaire, c'est pas grave. Je dis OK.
je viens chercher mon profil et je viens chercher ma courbe guide. Et là, remarquez ce qui se passe. Il y a un petit peu de distorsion. Pas joli, là. On laisse faire ça de même non plus. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer le mode de conservation de l'angle pour peut-être utiliser une surface de référence. Et la surface de référence, ben, on va juste s'assurer que en tout temps, le profil va garder la même orientation par rapport à, disons, cette face-ci. Pour avoir cela. Isn't that nice? Hein? C'est le fun de faire de la modélisation quand vous maîtrisez vos outils. Pour maîtriser vos outils, il faut gosser. Il faut en faire. Il ne faut pas faire 2-3 modèles. Puis, malheureusement, là, c'est sûr, je ne veux pas vous brimer dans votre exploration puis tout ça, mais c'est sûr que si vous partez de rien puis vous inventez vos choses, ben vous allez faire les choses que vous pensez que vous êtes capable de faire. Et vous allez apprendre un certain nombre de choses. Si à l'inverse, vous essayez de faire ce que je vous demande de faire, ben vous allez peut-être voir que vous allez apprendre une couple d'affaires de plus. Parce que je fais des modèles qui font fouiller d'autres options des fois. OK? Parce que faire des pads avec des trous, là, tu n'apprends pas qu'à tir pour faire ça. On pourrait loader AutoCAD 2000, puis je vous ferai un méchant bon bout là-dedans. OK? Mais, faire ce genre de poutine-là, déjà, ben, c'est pas tous les cadres qui le font. Puis faire ce que vous allez faire à la fin de la session, c'est pas tous les cadres qui le font. Si vous vous donnez la peine d'apprendre ce que vous pouvez faire avec. C'est un bel outil. Ça peut être bien le fun. Puis là, ça fait 2 heures que je parle. Donc, je pense que si vous voulez travailler un petit peu, il faudrait que je vous lâche là un petit peu puis que je vous donne du temps. Là. Mais là, on a vu quand même des outils de plus. Il y en a peut-être un dernier que je vais vous montrer parce que vous allez commencer à avoir des modèles qui vont vous demander ça. Là. Mais c'est que si, par exemple, autour de cette pièce-là, j'avais à reproduire, disons, autour de ma sphère, une série de trous. Donc, j'ai un trou qui a été fait ici. OK, puis j'en veux 12 sous le tour. Ben, j'ai des outils de répétition. Je reviendrai là-dessus, là, mais je veux juste vous les montrer rapidement. J'en ai un pour des répétitions rectangulaires, donc ligne-colonne. Je vous laisserai le fouiller. Ça marche tout à peu près de la même façon. Là. Répétition circulaire. Je vais vous donner une boîte de dialogue dans laquelle vous avez d'abord à choisir ce que vous voulez recopier. Puis faites attention parce que par défaut, vous avez le solide courant, ce qui est tout ce qu'il y a là. Ça fait que si vous commencez ça à spinner ça, là, ben vous allez recouper du solide d'un par-dessus l'autre, ça ne donnera pas pantoute ce que vous voulez. Donc, ce qu'on veut faire, c'est cliquer dans cette boîte-là et aller choisir ce qu'on veut répéter, donc le trou. Ça me prend ensuite une référence. Dépendant de votre géométrie, vous pouvez peut-être sélectionner une sphère. OK? Mais ça vous donne ce que ça peut. Ou encore, peut-être qu'au lieu de travailler avec ça, on pourrait vouloir travailler avec un axe. OK? Ce qui serait déjà mieux. Ou, si vous avez, puis là, c'est pas vraiment le cas, là, mais si vous avez une section cylindrée, tu sais, si par exemple, au lieu d'avoir ça, j'avais déjà, tiens, on va faire autre chose, juste pour finir d'illustrer ça. Je vais dire que, ouais, ça aurait peut-être de l'allure, ça. Je vais créer un trou sur cet axe-là, à travers ça, jusqu'au dernier, dans l'autre sens. OK. Bon. Donc, parce que j'ai un trou ici, ben, j'ai une face cylindrique. Et je pourrais à ce moment-là récupérer ma fonction de répétition circulaire, aller chercher ce trou-ci et définir ma référence par rapport à l'axe de ce trou-là. Okay. Puis là, j'en veux 12. Espacé dans une couronne entière. Puis il me donne ceci. OK? Donc, répétition circulaire. Puis, je peux faire la même chose à partir d'un axe. OK? Si j'ai, par exemple, un trou ici, puis je voudrais retrouver ce trou-là dans chacune des faces. Bien là, je
je peux pas nécessairement me fier, disons, là, à la géométrie du spring parce que c'est pas un vrai cylindre, mais j'ai un axe qui est là, qui provient d'une ligne que j'ai construite. Donc, je pourrais encore faire une répétition circulaire de ce trou-là par rapport à l'élément de référence qui est cette ligne-là. Et là, j'en veux pas 12, mais j'en veux bien 6. OK? Couronne entière, donc ça va être donné automatiquement dans chacune des faces. Comme ceci. OK? Donc, les répétitions, circulaires ou rectangulaires, sont utiles à employer. OK? Déjà, dans le problème de gasket, il y a un des gaskets que je vous ai donné, là, où il y avait un contour externe qui n'était pas trop compliqué, contour interne qui ressemblait à peanut, je ne sais pas trop quoi, puis il y avait des patterns de trous. Ben, vous pourriez faire un trou pour faire des répétitions déjà dans des contextes comme ça. OK? C'est bon? Je me sens en sauvegarde, puis je vous laisse travailler un petit peu. Cool.